Bonjour et bienvenue à cette émission du 28 février 2018 de 3600 secondes d'histoire. Ce soir, à l'animation, ce sera moi, Chloé Chevary-Poirier, et nous avons à la console René Laliberté. Bonsoir. Et à la co-animation, Samuel Lacharité. Bonsoir. Ce soir, une émission sur la collection Quentin, une collection, en fait, qui a inspiré récemment l'exposition que vous pouvez voir au Musée de la civilisation de Québec, qui se nomme Bibi, Cloche et Escarpin. Un don, en fait, qui a été fait entre 2012 et 2014 au Musée de la civilisation. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Valérie Bouchard, qui est doctorante en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval, avec Madame Jocelyne Mathieu, et détentrice d'une bourse de recherche en milieu de pratique du Fonds de recherche de Québec, Société et Culture et du Musée de la civilisation. Bonsoir. 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 Et nous commençons en musique avec un air de La Bolduc. Ça va venir Découragez-vous pas, que j'imagine vous connaissez tous et toutes. Bonne écoute. Mes amis, je vous assure que le temps est bien dur, il faut pas se décourager, ça va bien vite commencer. De l'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à te lutter. On se plaint à Montréal, après tout on est pas mal. Dans la province de Québec, on mange à notre pain sec. Y'a pas d'ouvrage au Canada, y'en a bien moins dans les États. Essayez pas d'aller plus loin, vous êtes certains de crever de faim. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Cher de ce temps ici, pour se nourrir à que dit, faut pas que ça monte à la grossée. Je me tape trop sur les biscuits, mais je peux pas faire de l'extra. Mon petit mari travaille pas, à force de me priver de manger. Je laisse tes morts tatiner. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Le voilà mal à manger, j'ai des trous à m'essuyer. Mes talons sont tout travers et puis le bout qui trousse en l'air. Le dessus est tout fendu, la double tout décousu. Les orteils passent à travers, c'est toujours mieux que pas n'avoir. Ça va venir, puis ça va venir, mais décourageons-nous pas. Moi je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Le propriétaire qui m'a loué, il est bien mal à manger. Ma boîte à charbon est brûlée. Et puis j'ai 5 vitres de casser. Ma lumière discollectée. Puis mon eau est pas payée. Ils ont pas besoin de venir m'achaler. Balai, ça prend pas de l'escalier. Ça va venir, puis ça va venir. Mais décourageons-nous pas. Moi, je te joue le cœur gai et je continue à faire lutter. Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter les ondes de 3600 secondes d'histoire. Donc, re-bienvenue à cette émission du 28 février 2018 de 3600 secondes d'histoire où nous parlerons de la collection Pierre et Annie Quentin avec notre invitée de ce soir, Valérie Bouchard. Donc, premièrement, pour bien commencer, qui sont les Quentins? Bien, en fait, les Quentins, c'est un couple, d'abord, un couple de collectionneurs qui a donc amassé une collection qui est assez substantielle. Je pense qu'on va en parler un peu plus durant la soirée. Mais c'est aussi un couple qui s'est consacré tout au long de sa vie à la conservation du patrimoine. En fait, Pierre Quentin, il est originaire de Québec. Il a grandi dans le quartier Montcalm et il a étudié... En fait, il a suivi sa formation d'architecte à l'École des beaux-arts de Montréal dans les années 50 et il a par la suite consacré sa carrière d'architecte en grande partie, non pas uniquement, mais en bonne partie à la conservation du patrimoine.
Donc, il a travaillé, entre autres, à la restauration, de la reconstruction même de Place Royale dans les années 1960-70. C'est un projet qui est quand même assez impressionnant. Et il a même gagné des prix aussi pour son travail en architecture, en patrimoine, notamment le prix Robert-Lionel Séguin en 1989 et aussi un prix du patrimoine en conservation en 2005. Et Annie Quentin, elle, est originaire de France. Donc, elle a grandi elle est originaire de la vallée de la Loire, puis elle a grandi dans le sud de la France et est arrivée au Québec en 1962. Elle a rencontré Pierre Quentin, sont tombés en amour et elle aussi a toujours, a toujours été impliquée dans le domaine du patrimoine. Elle a même eu une boutique d'antiquités pendant quelques années sur la rue Saint-Paul. Donc, on parle vraiment d'un couple qui est passionné, amoureux du patrimoine. Et comment, justement, Pierre et Annie Quentin ont-ils été initiés à la collection d'objets? Est-ce que c'est une affaire de famille? Oui, en fait, ils ont tous les deux grandi dans des milieux qui étaient assez propices pour développer cet amour-là du patrimoine. Donc, Annie Quentin, je l'ai dit, elle a grandi en France, mais dans sa famille, tout le monde, ou presque, était amateur d'antiquités. Ils collectionnaient différentes choses. Et le père d'Annie Quentin, petite anecdote, a occupé plusieurs emplois, mais il était entre autres tapissier. Donc, il travaillait à la restauration de meubles anciens dans des châteaux français de l'époque Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Donc, elle a toujours été entourée des beaux tissus. Sa mère a toujours aimé la mode, donc elle a toujours eu l'amour des belles choses. Et pour ce qui est de Pierre Quentin, mais lui, il a grandi avec une mère qui était, on peut dire, pas collectionneuse, mais conservatrice. Elle gardait absolument tout, ce qui appartenait à ses parents, à ses enfants, les vêtements de la famille, les draps, le trousseau de mariage et tout ce qu'elle pouvait garder, elle gardait. Elle allait jusqu'à payer des entrepôts pour garder ses souvenirs quand elle n'avait pas assez de place chez elle. Donc, lui, il a grandi dans un environnement où le patrimoine familial était très valorisé. Et ils ont eu, je pense, tous les deux la piqûre. Et puis, en tant que couple, ils se sont encouragés mutuellement dans l'amour des objets tout au long de leur vie. Pierre et Annie Quentin, ils commencent à collectionner vraiment des objets en relation au patrimoine québécois dans les années 1960 et 1970. C'est un moment qui, si je me rappelle bien, est très propice pour ce genre d'activité. Qu'est-ce qui peut expliquer l'abondance d'objets de patrimoine québécois qu'on peut trouver dans ces années-là? Oui, en fait, c'est super intéressant. D'abord, il faut dire que Pierre et Annie Quentin, ils sont vraiment parmi les premiers à vraiment collectionner ce genre d'objets-là de manière aussi sérieuse. Puis la période, comme dit, c'est intéressant parce que dans les années 60, à partir des années 50, mais beaucoup dans les années 60, on va être dans une période qui est une période d'arrivée de la modernité. On veut que tout soit moderne. On arrive avec les objets en plastique. On peut enfin... le design d'intérieur va devenir plus accessible aux familles de la classe moyenne. Donc, on veut remplacer les meubles. On veut avoir du neuf. On veut avoir du beau. On veut être dans l'air du temps. C'est une époque où tout va être jetable aussi. Le plastique est roi. On a dans la collection Quentin, entre autres, une pièce que j'aime quand même particulièrement, c'est un sac à main en plastique transparent qui date des années 60. Bon, la fille de 2018 en moi trouve pas ça particulièrement pratique, un sac à main transparent en plastique, mais bon, c'est quand même assez représentatif de l'époque. Et donc, les gens vont avoir enfin les moyens d'acheter ces choses-là et vont vouloir se départir des vieux trucs. Les meubles qu'on traîne dans les familles depuis des générations vont, à partir de ce moment-là, être perçus comme des vieilleries, des choses qui sont sans intérêt parce que on les a depuis très, très longtemps. Et donc, ça va créer une disponibilité sur le marché qui va être assez impressionnante, mais les années 1970, fin des années 60 aussi, c'est également une période où on a la montée d'une affirmation identitaire québécoise. On est dans une valorisation de la culture québécoise. En 1961, il va y avoir la création du ministère des Affaires culturelles par le gouvernement de Jean Lesage, oui.
qui est un premier, vraiment, une première officialisation, si on peut dire, de l'intérêt pour la culture. Ben, pas la première, il y en a eu d'autres avant, mais bon. On a la fondation du PQ qui va arriver aussi à la fin des années 60. Le premier gouvernement péquiste va être élu un petit peu plus tard, mais on est vraiment dans une période d'affirmation identitaire qui va faire qu'on va chercher à récupérer ces objets-là qui sont un peu folklorisés à l'époque. Donc, on va valoriser donc, notre histoire, l'histoire qui est québécoise. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là aussi où le terme québécois va être de plus en plus utilisé. Et donc voilà, il y avait un véritable engouement pour ce genre d'objets-là dans les années 70. On achetait des barattes à beurre puis on les mettait dans notre salon comme un peu un signe de capital culturel, si on veut. C'était vraiment à la mode d'avoir des objets du patrimoine québécois, puis surtout ceux qui sont associés à l'époque française, parce qu'on est dans la valorisation de la culture québécoise d'origine canadienne-française. Donc, c'est ça qui va un peu... C'est un peu le paradoxe de ces années-là, en fait. On est dans à la fois la volonté de tout moderniser, mais en même temps, on est dans une affirmation identitaire assez forte qui va valoriser les choses anciennes. Et dans ces années-là, il y a plusieurs livres qui vont paraître qui témoignent de cet engouement-là, des guides qui sont destinés aux collectionneurs. On parle, entre autres, d'un ouvrage qui, encore aujourd'hui, est cité par les chercheurs sur le mobilier ancien, le mobilier canadien-français de Jean-Paul Hardy. Puis on a des encyclopédies des antiquités qui vont être publiées par Michel Lessard et Huguette Marquis pour aider les collectionneurs puis les guider dans leur intérêt pour ces objets-là. Ça devait donner lieu à de drôles de cohabitation. Je sais pas moi, des trucs en plastique. Puis Oui, je suis pas certaine que ça cohabitait nécessairement. Là, je pense qu'on est dans le plastique dans les années 60, puis justement dans les années 70 avec, on rentre dans les clichés, là, mais la période hippie, un retour à la terre, il y a un retour à l'artisanat aussi, la mode du macramé, si on veut. On est vraiment dans les stéréotypes très, très, très poussés des années 70, mais il y avait un engouement certain pour ces choses-là. Puis d'ailleurs, en ethnologie, qui à cette époque-là s'appelait les arts et traditions populaires, il y avait des étudiants comme en très, très grand nombre dans les salles de classe à l'Université Laval. Et puis, justement, dans ce contexte-là, comment les Cantins vont commencer à entamer leur collection, à la faire grandir? Bien, dans ce sens-là, il y a un événement qui va être marquant. Et je parlais tout à l'heure de la carrière d'architecte de Pierre Quentin, qui va être aussi influencée par cet événement-là. C'est l'acquisition par Pierre Quentin et Annie Quentin en 1964 d'une résidence patrimoniale qui est le manoir de Charleville, qui est situé à Bois-Châtel et qui est une résidence qui datait du régime français. C'est un ancien manoir seigneurial qui a appartenu à Charles Aubert de Lachenay, dont la première construction remonte, si je me souviens bien, au 17e siècle. Donc, on est vraiment dans les tout débuts. Et Pierre Quentin, lui, rêvait depuis très, très longtemps d'acquérir une maison ancienne. Il les magasinait, il se promenait sur l'île d'Orléans. Puis un jour, par hasard, est tombé sur cette résidence-là qui était sur le point d'être démolie. Et ça, c'est une histoire quand même assez intéressante aussi. Lorsqu'il est arrivé, en fait, le jour où il est tombé sur le manoir de Charleville était supposé être le jour de la démolition de ce bâtiment-là. Mais ça n'avait pas pu se faire parce que l'ancien propriétaire était à l'hôpital. Il y a eu une maladie soudaine. Et donc, Pierre Quentin est allé voir le monsieur à l'hôpital et l'a convaincu de lui vendre sa maison, qui pour lui n'avait absolument aucun intérêt. C'était une vieillerie, comme je disais tout à l'heure, en 64. Et donc, il l'a convaincu de lui vendre la maison, mais il n'y avait aucun terrain à la base. C'était seulement la résidence. Et à l'intérieur de quelques mois, il l'a restaurée complètement à son allure du 17e siècle. Et à partir de ce moment-là, a voulu acquérir des objets, surtout du mobilier d'abord, mais acquérir des objets qui allaient être cohérents dans ce contexte-là de maison du 17e siècle. Donc, il va commencer par... les deux, en fait, vont commencer à acquérir du mobilier pour leur quotidien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas déjà des objets. Ils s'intéressaient déjà à la collection. Ils avaient déjà des objets patrimoniaux. Mais ça va donner vraiment un souffle à la collection. Puis ça va faire multiplier les acquisitions à partir de ce moment-là.
je me demandais, est-ce qu'on connaît un peu l'origine de ce manoir-là? C'était une maison d'un seigneur, de bourgeois, est-ce qu'on le sait? Oui, bien en fait, c'est ça. C'était Charles-Hubert de Lachenay. Puis après ça, exactement, je me souviens pas par cœur, mais c'est un bâtiment qui aujourd'hui est classé bâtiment patrimonial. C'est Pierre Quentin qui a fait classer, qui a fait donner le classement à ce bâtiment-là en 1965. Donc, 1 an seulement après son acquisition, le bâtiment a été classé. Et puis, il y a des recherches là, qui ont été faites là-dessus par des historiens. Moi, je me concentre plutôt sur la collection. J'ai malheureusement jamais eu l'occasion de voir cette résidence-là, mais c'est quelque chose quand même qui est marquant dans l'histoire de la collection. Puis pour Annie Quentin, avec qui j'ai parlé beaucoup, c'est quelque chose qui est très... c'est une résidence à laquelle elle est encore très, très attachée, d'ailleurs. Et justement, par Pierre et Annie Quentin, est-ce qu'il va y avoir des projets de mise en valeur de la collection, mais aussi du manoir de Charleville? Oui, bien en fait, ils se sont consacrés toute leur vie à la mise en valeur du patrimoine. Donc, il va y en avoir plusieurs. En fait, Annie Quentin, je l'ai dit, était antiquaire et en tant que collectionneuse puis en tant qu'antiquaire, elle organisait souvent des expositions. Elle en a quelques-unes pour elle qui sont marquantes. Entre autres, en 1979, c'était l'année internationale de l'enfance. Et pour l'année de l'enfance, elle a organisé une exposition d'objets, de jouets puis de vêtements d'enfants, entre autres, qui a eu lieu dans un gymnase, je pense, du séminaire de Québec, donc vraiment dans le Vieux-Québec. Et malheureusement pour elle, cette année-là, il y avait aussi une grève des chauffeurs d'autobus qui a, selon elle, beaucoup affecté à la baisse la fréquentation de l'exposition, mais ils ont eu des très bons commentaires. Elle a aussi organisé une exposition sur les Noëls anciens à Beauport, à la Maison Girardin, en 1984. Puis ça a des photos de tout ça avec des jouets anciens, des livres de commentaires d'enfants de 1984 qui ont poussé l'exposition. Mais je pense que leur projet majeur, ça a été celui de créer, justement au manoir de Charleville, un musée d'art et tradition. Ils sont allés jusqu'à dessiner les plans de ce futur musée-là, de ce projet de musée-là. Et le manoir de Charleville était vraiment intégré à tout ça. Donc, l'idée, en gros, c'était de faire le musée souterrain. Donc, ils avaient des salles sous les terres qui entourent le manoir de Charleville, dans lesquelles les gens auraient interprété, si on veut, fait la démonstration de métiers anciens. Donc, chaque salle aurait représenté l'atelier d'un savoir-faire particulier, par exemple l'atelier du forgeron, l'atelier de la modiste, l'atelier du bijoutier horloger ou de l'orfèvre. Qu'est-ce qu'un modiste, une modiste. En général, ce sont des femmes. D'accord. Une modiste, c'est une artisane qui est spécialisée dans la confection de chapeaux. Donc, on disait à l'époque marchande de mode, donc modiste. Et ça, il y en avait des tonnes et des tonnes. Et c'est d'ailleurs expliqué ça dans l'exposition au Musée de la Civilisation. C'est pas un chapelier, une chapelière, non? Les chapeliers, souvent, on va utiliser le terme pour ceux qui font les chapeaux pour hommes. OK. Les modistes, c'était celles qui faisaient les chapeaux pour les femmes. Elles en vendaient. Elles avaient toutes sortes de créations parce que les chapeaux, puis là, faut pas me lancer là-dedans parce que je peux partir longtemps. Mais les chapeaux pour femmes, les modes évoluaient très, très rapidement et les modistes devaient s'adapter à ces modes-là. Les femmes. Puis le chapeau était l'accessoire par excellence de mode pour les femmes jusque dans les années 60. Chaque robe avait son chapeau. Pas nécessairement chaque robe, mais on ne sortait pas sans son chapeau, sinon c'était quand même assez mal vu. D'accord. Et pourquoi ils ont choisi justement de mettre en valeur ces différents métiers traditionnels? Mais pour eux, ça fait partie de leur approche de collection. Ils s'intéressaient non pas seulement aux objets pour leur valeur, leur qualité esthétique, quoiqu'ils y étaient très sensibles. Pierre Quentin a étudié aux Beaux-Arts quand même. Annie Quentin s'est toujours intéressée à l'art aussi. Mais pour eux, ça allait plus loin que ça. C'était vraiment l'intérêt de montrer les manières de vivre, de montrer les savoir-faire. Et en ce sens-là, ils avaient vraiment une approche qui était ethnographique. Oui. Ethnologique plutôt. Okay. À l'époque, c'était des arts et traditions. Les arts et traditions populaires des ATP. Mais oui, c'est une approche qui est ethnologique parce qu'on vise à valoriser un peu la personne qui est derrière, la personne qui l'utilise. Et c'est ça qui va souvent toucher les collectionneurs le plus.
Et donc voilà. Puis pour ce qui est de la modiste, ben pourquoi est-ce qu'on voulait un atelier de modiste? Annie Quentin a toujours aimé la mode. C'est une femme qui est très chic, encore aujourd'hui. Et elle a vu sa mère toute sa vie porter des belles tenues, fait que ça l'a marqué. Puis elle a voulu représenter ces métiers-là. Et je lui dis qu'il y avait aussi le bijoutier horloger, l'atelier du bijoutier horloger. Et ça, c'est intéressant parce que le grand-père maternel de Pierre Quentin, qui s'appelait Étienne Victor Quentin, était bijoutier horloger. Il avait sa boutique sur la rue Saint-Jean, 300 rue Saint-Jean, qui était... Selon ce qu'elle m'a dit, ce serait en face de l'église Sainte-Mathieu sur la rue Saint-Jean aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le coin un petit peu. Et Marie Couronne, il y a beaucoup de Quentin dans cette histoire-là. Marie Couronne Quentin, qui est la mère de Pierre Quentin et la fille de ce fameux Étienne Victor, a donc conservé les outils de son père et les a légués à Pierre et Annie Quentin, qui auraient voulu les mettre en valeur parce que il y a une grande quantité de ces outils dans la collection Quentin aussi. Puis encore là, c'est une association à laquelle peut-être je ne m'aurais pas attendu. Bijoutier et horloger, c'est vraiment bijoux et horloge simplement? Ouais. C'est plus complexe que ça? Ben, en fait, on se lance dans des choses intéressantes aussi. Il avait une formation d'orfèvre. On est dans le travail du métal, à la fois dans la bijouterie et l'horlogerie, un travail de minutie. Ouais. Et lui, il a fait sa formation, son apprentissage auprès de Cyril Duquette, qui est un personnage quand même historiquement connu, qui a travaillé, entre autres, à faire le sceptre de l'Assemblée nationale. Okay. Et dans le sceptre de l'Assemblée nationale, supposément qu'il y aurait les noms de ceux qui y ont travaillé, dont celui d'Étienne Victor Quentin. Mais on est dans le travail du métal. Souvent, il veut faire des réparations de montres, des réparations de bijoux. Là, il ne sera pas un créateur de bijoux, de ce que j'en ai compris. Mais il y avait sa propre boutique pendant quelques années quand même pour la réparation de montres et de bijoux. Ah, c'est intéressant. Et aussi la restauration du manoir de Charleville, où les Quentins séjournent parfois, si je me trompe pas. Ça peut nous indiquer une certaine immersion du couple dans le passé au quotidien. Est-ce qu'ils utilisent certains éléments de leur collection à des fins pratiques ou décoratifs dans leur vie de tous les jours? Oui, en fait, la résidence, le manoir de Charleville va être utilisé par les Quentins comme résidence secondaire de 1964 à 1976. Mais à partir de 1976, ils étaient à Montréal auparavant. Ils ont habité à Montréal pendant quelques années, à Laval, en fait, plus précisément. Mais ils vont revenir à Québec justement pour travailler sur la place Royale, en fait, la batterie Royale, et vont, à partir de cette année-là, l'habiter en permanence. Donc, c'est vraiment leur quotidien. Leur vie de tous les jours se passe dans un environnement où on est entouré d'objets patrimoniaux. Et si vous avez la chance de voir des photos de l'intérieur du manoir de Charleville, alors que les Pierre et Annie Quentin l'habitaient, c'était quand même assez chargé d'histoire dans cette résidence-là. Donc, évidemment, tout ce qui est mobilier, ils l'utilisaient au quotidien. Leurs tables, leurs armoires dataient parfois du régime français. C'est quand même assez impressionnant. Ils avaient aussi de la décoration, en décoration des outils, des objets aratoires, donc des objets qui ont trait aux travaux sur la ferme, parce qu'on est quand même en milieu rural. Mais il y a des objets qui vont servir de manière plus décorative. Et Annie Quentin, c'est une personne qui est créative, qui aime les belles choses, et elle va faire on pourrait dire des mini-expositions. En fait, à chaque saison, elle change son décor pour tenir compte de la saison. Par exemple, l'hiver, elle pouvait mettre des raquettes, un manteau de raquetteur. Okay. Pour l'été, elle pouvait mettre des chapeaux de paille. Donc, elle changeait son décor selon les saisons pour pouvoir faire une rotation dans ces objets pour les voir tous, parce que c'est une collection qui est assez considérable quand même. Bien, vous connaissez très bien votre sujet, Valérie Bouchard. Justement, comment s'opèrent vos recherches avec et à propos de Mme Quentin? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre approche ethnologique à la question? Oui, bien, en fait, comme vous venez de le dire, je suis ethnologue. Donc, en ethnologie, on privilégie souvent, pas nécessairement, mais souvent une démarche qui est axée sur l'enquête orale. Surtout, moi, pour ma recherche, je m'intéresse à ce que les objets signifient pour Annie Quentin. Donc, j'ai fait plusieurs entretiens avec elle. J'ai eu la chance de la rencontrer vraiment plusieurs fois. Je travaille avec elle, en fait, depuis 6 ans. Donc, je suis en contact régulier avec Annie Quentin, puis elle me parle de sa collection. C'est pour ça les histoires que je vous raconte, elles me viennent toutes d'elle, ou à peu près. Je pense qu'avec cette approche-là, ça permet
d'atteindre un niveau d'intimité, un niveau de signification des objets qui est assez personnel. On va vraiment dans l'émotion, dans l'affectif, les souvenirs que les objets lui rappellent. Et je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'étude de la collection Quentin. Et maintenant, si vous le permettez, on va aller en pause musicale et on va vous faire jouer Des générations de mes aïeux pour rester dans le thème un petit peu de la modernité qui regarde vers le passé québécois. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les sommes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins dans ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais. Est-ce que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire. Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans. Donc, re-bienvenue à cette émission de 3600 secondes d'histoire du 28 février 2018 qui porte sur la collection Quentin avec notre invitée d'aujourd'hui, Valérie Bouchard. Donc, nous allons replonger dans la collection Pierre-Annie Quentin immédiatement en vous demandant, Valérie, c'est quoi les objets qu'on retrouve dans cette collection-là? Est-ce qu'on peut les diviser, par exemple, en catégories ou est-ce que c'est toute une catégorie uniforme? Ça, c'est la grande question quand on parle de la collection Quentin. Parce que souvent, quand on pense à une collection, moi-même, avant de commencer ma recherche sur la collection Quentin, mon idée de la collection, c'était une collection de timbres, une collection de cartes de hockey, où on a tous les objets qui ont une caractéristique commune puis qui entrent dans un ensemble. Dans le cas de la collection Quentin, on parle d'une collection de coups de cœur des collectionneurs qui comprend toutes sortes de choses. J'ai mentionné tout à l'heure le mobilier, les outils,
Ils ont une collection très importante de costumes et accessoires de costumes qui couvre une très grande période. En plus, ça date, les costumes datent de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60-70. Il y a de l'art populaire, il y a des objets, des paniers de différentes techniques utilisées par les Amérindiens. Il y a beaucoup d'objets de la vie quotidienne, des lampes, de la vaisselle, des ustensiles de cuisson. Donc vraiment, il y a de tout dans cette collection-là. Et c'est vraiment difficile à appréhender quand on essaie de catégoriser la chose. Pour le musée de la civilisation, pour les besoins de l'acquisition, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont divisé tout ça en 2 grandes catégories. Il y avait les costumes et accessoires qui incluaient aussi un important nombre de textiles domestiques, les textiles plats, par exemple. Quand on parle de textiles domestiques, on parle entre autres de tapis, de courtes pointes, de draps. Il y a même des couvertures à chevaux. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. Et donc, la première partie. La deuxième, c'était ce qu'ils ont regroupé sous l'appellation vie domestique. Vie domestique qui ratisse large, c'est-à-dire tout le reste. Mais on peut essayer de les catégoriser de différentes manières. Donc, Annie Quentin elle-même parle de sous-ensembles, par exemple, la collection de jouets, la collection de chapeaux. Il y avait, je pense, près de 200 chapeaux dans la collection Quentin, dans l'œuvre de donation. On peut essayer de les catégoriser par provenance aussi. Par exemple, les objets qui viendraient de l'île d'Orléans, de Charlevoix. On peut avoir beaucoup de plaisir en essayant de créer des catégories. Mais souvent... en tout cas, moi, en ce moment, ça peut changer, mais ils sont catégorisés selon les normes de la Société des musées du Québec ou québécois, qui sont des normes qui sont basées sur la fonction des objets. Donc, c'est une catégorisation qui est standard dans les musées et que j'utilise par pas faciliter, là, mais pour faciliter le classement de la chose, parce que c'est énorme comme collection. Justement, avec une telle diversité d'objets, c'est quoi l'ampleur à peu près de cette collection-là? Ça aussi, c'est une grande question. Si on parle de l'œuvre de donation qui a été faite au Musée de la civilisation en 2007, c'était plus de 5000 objets. Bon, évidemment, le musée ne peut pas tout conserver, mais il y a quand même plus de 1800 objets de la collection Pierre et Annie Quentin qui ont été acquis par le Musée de la civilisation. Et ça, c'est énorme. C'est assez rare qu'on a des donations de cette ampleur-là. Mm-hmm. Mais ce n'est pas l'entièreté de la collection qui a été offerte en 2007. Au musée, il y a d'autres objets qui faisaient partie de cette collection-là, qui sont ailleurs. Certains qu'Annie Quentin conserve encore chez elle et qu'elle dit qu'elle va vouloir offrir au musée éventuellement. Mais il y a aussi tout le mobilier dont je parle depuis tout à l'heure et qui a été laissé dans le manoir de Charleville parce que on a un couple qui est amoureux du patrimoine et pour qui c'est important que les objets restent dans un contexte qui est cohérent. Et pour eux, les meubles du régime français, les meubles de la Nouvelle-France qui ont été acquis pour meubler le manoir de Charleville devaient rester dans cette résidence-là. Donc, les meubles sont encore là. Il y a la collection de jouets qui, malheureusement, qui n'est plus Annie Quentin, donc, dont elle a dû se départir. Et il y a eu aussi un accident fâcheux qui est arrivé quelque part dans les années 1990, si je me souviens bien. En fait, les Quentin avaient une collection de voitures à chevaux qu'ils conservaient dans une grange, une des dépendances qui était autour du manoir qu'ils ont acquis au fil du temps. Et malheureusement, il y a eu une tornade. Ah oui. Une tornade qui est passée par la côte de Beaupré et qui a démoli donc, la grange. Le toit s'est affaissé en fait sur les voitures à chevaux et puis malheureusement, ça a été perdu. Par contre, ils ont réussi à sauvegarder un tramway hippomobile, un des premiers tramways hippomobiles de Québec qui faisait une liaison dans la Basse-Ville qui date des années 1860 et qui, lui, fait partie des collections du musée. Puis une telle ampleur de collection, ça s'avance pas facilement, là. Est-ce que les Quentin avaient une stratégie qui ont été utilisées par eux pour faire cette recherche d'objets-là qui étaient liés au patrimoine québécois? Oui, stratégie, je ne sais pas si c'est vraiment des stratégies conscientes, mais évidemment, ça se fait pas tout seul, vous l'avez très bien dit. Comme la plupart des collectionneurs, ils vont fréquenter assidûment les boutiques d'antiquités, les ventes à l'encan aussi. Il fallait se retenir parfois.
Annie Quentin me raconte souvent qu'il y a des objets qu'elle aurait vraiment voulu acquérir, mais qu'ils n'avaient pas l'argent comptant sur eux à ce moment-là, parce que on est dans les années 60-70, les cartes de crédit sont pas nécessairement super répandues. Souvent, elle va dire qu'elle n'osait pas demander de laisser un acompte aux gens de lui réserver des objets, mais ils ont quand même, comme vous pouvez le deviner après ce que je vous ai présenté, réussi à acquérir un très grand nombre d'objets. Et ça s'est fait, à mon avis, grâce à leur capacité de réseautage. Ce sont Annie Quentin, c'est une femme très, très sympathique, qui a beaucoup d'amis aussi, qui s'intéressent au patrimoine. Quand on est passionné comme ça, je pense qu'on réussit on fréquente des gens qui ont des passions similaires. Et il y avait plusieurs personnes qui lui vendaient régulièrement des objets qui en sont venus à connaître ses goûts. Parce qu'elle a elle avait des goûts quand même assez particuliers. Elle s'intéressait à tout ce qui était ancien. Et je pense entre autres à un magasin de Montréal qui était tenu par une dame qui s'appelait Anne Silverstone, qui s'appelait The Little Shop. Et c'était dans le quartier Parc Extension à Montréal. Ça existe encore, ce magasin-là, d'ailleurs, aujourd'hui. Et cette dame-là, Anne Silverstone, lui a vendu certaines des pièces les plus exceptionnelles de la collection de costumes, les pièces les plus anciennes. Et ce qui arrivait, c'est que souvent, elle recevait des pièces et elle appelait Annie Quentin pour lui dire « Écoutez, Madame Quentin, je pense que j'ai des objets qui pourraient vous intéresser. Je vous les mets de côté, puis quand vous passez, si vous les voulez, ils sont à vous. » Donc, c'est souvent comme ça que ça se passait. Comme collectionneurs, ils étaient connus dans le milieu aussi. Et souvent, ça passe par ce genre de réseau-là pour constituer une collection d'une telle ampleur. Donc, on s'imagine bien que finalement, la personne qui connaît le mieux, qui apprécie le mieux cette collection-là, ce serait Mme Quentin elle-même. Est-ce que Mme Quentin a une définition particulière de sa collection? Est-ce qu'elle explique ce tout-là de manière cohérente ou... De manière cohérente, certainement. Oui, j'en doute pas. mais oui, en fait, elle la connaît très bien, sa collection. Elle se souvient des moments d'acquisition de la plupart de ces objets. Et je lui ai posé la question parce que je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous considérez avoir, par exemple, une collection d'outils, une collection de jouets, une collection de costumes, ou est-ce que pour vous, ça constitue un tout cohérent? Puis elle m'a répondu que pour elle, c'était une seule et même collection et que leur idée à son mari et elle, donc à Pierre Quentin et elle, c'était d'amasser des objets qui illustraient le patrimoine du Québec. C'est l'histoire du Québec qui l'intéresse. Et je vous l'ai dit, elle est d'origine française, mais dès qu'elle est arrivée au Québec, elle s'est tout de suite intéressée à l'histoire du Québec, aux objets québécois aussi. Et elle m'a dit souvent qu'elle préférait même les meubles rustiques, les meubles en pin, les coffres en pin très, très simples du régime français, aux meubles très extravagants, Louis XV, par exemple, en France, parce que ça avait pour elle une signification toute particulière. Donc, leur objectif, c'était vraiment la sauvegarde du patrimoine québécois et par leur collection, mais aussi par tous leurs autres projets. Pierre et Annie Quentin se sont vraiment voués à ça tout au long de leur vie. Et est-ce qu'il y a des objets qui ont appartenu à des gens qui sont plutôt bien reconnus au niveau de la collection? Donc, par exemple, des gens de la famille Quentin eux-mêmes ou encore des gens peut-être un petit peu plus célèbres? Oui. J'ai mentionné très rapidement tout à l'heure Marie-Couronne Quentin qui avait conservé les objets de sa famille. Donc, au total, je pourrais pas dire, mais les objets du Musée de la Civilisation, c'est à peu près le tiers qui sont des objets qui ont appartenu à la famille Quentin. C'est quand même un nombre assez impressionnant. Mais il y a effectivement aussi des personnages... Des grandes célébrités, peut-être un petit peu moins. Il y en a une, mais j'ai peut-être la garder pour la fin. Mais il y a quand même des personnages importants, dont, entre autres, il y a une canne qui a été donnée à Gérald Martineau par Maurice Duplessis lui-même, qui fait partie de la collection. Et donc, il y a un lot d'objets qui est assez intéressant parce qu'il fait partie de la succession Sarah Fisher qui a été vendue. Et ces objets-là auraient appartenu à nul autre qu'Emma Albany, donc qui était une cantatrice québécoise, la première superstar internationale du Québec qui a fait carrière à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Elle a vraiment eu une carrière internationale. Elle a chanté partout en Angleterre et même pour la reine Victoria elle-même. Et donc, il y a des tenues de scène et des robes qui lui auraient appartenu, qui étaient rangées dans un coffre qui fait aussi partie de la collection.
Donc, la première Céline Dion, on peut dire. Star internationale qui vient du Si Québec. on veut, oui, si oui. on veut, c'est bon. Donc, justement, on va aller en musique avec un air qui a été chanté par Emma Albany. Donc, vous comprenez probablement avec les moments où on vous a parlé, elle a chanté pour la reine Victoria. Ça a été enregistré en 1905. Donc, n'ajustez pas vos stations de radio. C'est vraiment très, très mauvaise qualité, mais on comprend, c'est en 1905, c'est pour ça. Donc, c'est l'Ave Maria, chanté par Emma Albany. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment. Donc, re-bienvenue à cette émission du 28 février 2018 sur la donation Pierre et Annie Quentin avec notre invitée de ce soir, Valérie Bouchard. Donc, pour continuer à parler de tout ça, on va faire un voyage dans le temps pour se retrouver en 2007, moment où les Quentins sont forcés, pour des raisons personnelles, de vendre le manoir de Charleville qui leur est si cher. Quel effet est-ce que cette vente va avoir sur la donation à Pierre et Annie Quentin? Bien, en fait, le manoir de Charleville, c'était l'endroit où la collection était entreposée. Il y avait le manoir lui-même où les objets faisaient partie du décor quotidien, mais il y avait des dépendances dans lesquelles on entreposait les objets. Et donc, ils vont se voir forcés de se départir des objets par manque d'espace d'entreposage. Mais Pierre Quentin était malade à ce moment-là aussi, donc ils ont voulu régler des choses un peu. Et ils ont donc offert leurs objets en don au Musée de la Civilisation. Et ça va aussi en même temps sonner, sinon la fin, du moins un très, très grand ralentissement des acquisitions pour la collection. Dans ce contexte-là, est-ce que c'est dans ce contexte-là, justement, que la collection va être progressivement donnée au Musée de la Civilisation? Oui, en fait, je rentrerai pas dans les détails de comment ça s'est passé, mais en gros,
comme ça pressait parce qu'on n'avait pas d'espace d'entreposage, les objets ont été tous transférés à la réserve du musée qui s'appelle le Centre national de conservation et d'études des collections, qui s'appelait à ce moment-là la réserve. Et donc, les objets vont être évalués sur place pour faire la sélection. Donc, les 5000 ont été transportés à la réserve et de là, l'équipe du musée s'est occupée de faire la sélection des objets selon des critères qui sont qu'on doit utiliser en muséologie. Et donc, voilà. Et sûrement, le don de ces objets-là n'amoindrit pas l'amour que Mme Quentin peut porter au patrimoine québécois. Est-ce qu'elle continue de s'impliquer dans la conservation des objets? Ou... Oui, ben en fait, pour elle, c'était vraiment très important que sa collection se retrouve dans un musée. C'est pour ça qu'ils avaient travaillé toute leur vie et comme leur projet de musée d'art et tradition, malheureusement, n'avait pas fonctionné, ben ils se sont tournés vers le musée de la civilisation, mais effectivement, elle est encore impliquée, elle a été impliquée pendant très, très longtemps sur d'autres projets. Il y a des objets de la collection qui ont été offerts dans d'autres musées, d'ailleurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance pour eux que les objets soient conservés dans des endroits qui sont cohérents avec l'histoire de l'objet. Par exemple, il y a un dais de procession qui a été acquis par les Quentins puis qui a été offert au Musée des religions du monde à Nicolet parce que c'était un objet religieux. Puis pour eux, ça avait du sens que l'objet soit conservé à cet endroit-là. Mais Annie Quentin, c'est une femme qui, encore aujourd'hui, est très impliquée dans le milieu du patrimoine. Elle a travaillé, elle n'y est plus officiellement, mais elle a été pendant une trentaine d'années, je pense pendant plus de 30 ans, sur le conseil d'administration du Centre d'interprétation de la Côte-de-Beaupré. Donc, elle a été quand moi, je l'ai rencontrée il y a maintenant 6 ans. Elle était présidente du conseil d'administration de la Côte-de-Beaupré. Elle a donné beaucoup, beaucoup de son temps et beaucoup d'énergie pour ce centre d'interprétation-là qui valorise l'histoire régionale. Elle travaille aussi donc, pour divers musée et particulier, elle fait des évaluations parce qu'elle est très, très, très au fait du marché des antiquités, Annie Quentin. Elle connaît les prix. Et les prix des antiquités, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que ça ne va pas nécessairement toujours en montant. Ça dépend de la fameuse question de l'offre et de la demande. Donc, parfois, les prix peuvent monter. Parfois, ça peut descendre. Par exemple, dans les années 70, une baratte à beurre, comme je disais tout à l'heure, c'était très, très cher. On pouvait payer 1 000, 1 500 $ pour une baratte à beurre, alors que maintenant, ça coûte un peu moins cher parce que c'est peut-être moins en demande. On n'en met plus dans nos salons aujourd'hui. Peut-être qu'on devrait recommencer. Mais donc, ça fait ça. Puis, elle agit aussi un peu comme conseil parce que elle a un grand réseau de gens qui s'intéressent à ça. Puis, elle me raconte parfois que les gens l'appellent, lui demandent qu'est-ce que je devrais faire avec ça. C'est dans mon patrimoine familial depuis très, très longtemps. Malheureusement, par exemple, une armoire, je ne peux pas la conserver. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc, elles veulent les conseiller. Par exemple, un musée qui pourrait vouloir de ces objets-là. Donc, elle essaye de travailler comme elle peut à la conservation du patrimoine québécois encore aujourd'hui, mais d'une manière différente. Pouvez-vous, Valérie, nous parler un peu de comment s'est déroulé le don? Est-ce que tous les objets ont été acceptés par le musée? Non, en fait, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est plus de 1800 objets qui ont été acquis sur une offre de départ qui était de 5 000, plus de 5 000. Puis ça, c'est... Il y a toutes sortes d'objets là-dedans. Puis, comme j'ai dit, la sélection s'est faite à la réserve du musée selon différents critères. Mais évidemment, les critères principaux, c'est la qualité de l'objet, la rareté, l'ancienneté, l'état de conservation, mais aussi... Et ça explique que certains des objets n'aient pas été acceptés, même si c'était des objets qui ont un intérêt. C'est que dans une collection de musée, on ne peut pas avoir de doublons, malheureusement. Donc, il faut faire attention à ce qu'il y a déjà dans les collections du musée. Mais, donc, c'est ce qu'on appelle les comparables. Mais les objets, il y en a, comme j'ai dit, qui sont offerts à d'autres musées. Et c'est un don, une contribution exceptionnelle à la collection du Musée de la civilisation, quand même, 1800 objets de collection. Donc, c'est ça, il y a quand même relativement beaucoup d'objets qui n'ont pas été acceptés pour ces raisons-là. On les donnait à d'autres musées. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces... en fait, c'est encore en cours. Okay. C'est très actuel. On a en l'ethnologie, dans le contemporain. Ouais. Mais ça se fait actuellement. Mais je pense que la volonté d'Annie Quentin, c'est de les offrir à d'autres musées parce qu'il faut que ce soit pérennisé d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm.
Et est-ce qu'il y a un type d'objet en particulier qui a été refusé par le musée? Oui, il y avait les doublons, mais est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient vues comme moins intéressantes? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment une sélection qui a été faite de ce qui était le plus intéressant, même si tout était intéressant à la base. Malheureusement, c'est, je pense, de ce que j'en comprends, le côté difficile du travail de conservateur, il faut se restreindre, malheureusement. Parce qu'on voudrait tout garder. On ne peut pas tout garder, malheureusement. Et est-ce qu'il y a des objets dans la collection auxquels Mme Quentin tenait trop pour s'en départir? Parce qu'on comprend quand même une espèce de lien affectif qu'elle pouvait avoir avec ces objets-là. Ben oui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle en garde encore chez elle. Je pense entre autres à un objet dont elle me parle souvent parce qu'il est sur sa table. Mais c'est un mouton sculpté par Louis Jobin, qui est un sculpteur québécois qui est assez reconnu dans le monde de l'art, entre autres de l'art religieux. C'était un mouton de crèche et qu'elle dit qu'elle va vouloir éventuellement donner au musée. Puis il y a aussi des bijoux de la famille Quentin qui ont été faits par Étienne Victor Quentin, donc le grand-père de Pierre auquel elle tient plus particulièrement. Et elle garde encore chez elle aussi des albums photos, parce qu'avec les objets, il y avait aussi les albums photos de la famille. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Puis en plus, les photos sont pour la plupart identifiées avec les années puis les noms des personnes qui y figurent. Avec ça, elle souhaite aussi les donner éventuellement, mais pour l'instant, elle les conserve encore chez elle. Actuellement, il y a l'exposition Bibi, Cloche et Escarpin au Musée de la Civilisation à Québec. Ça se fait en collaboration avec l'Université Laval. On sait qu'il y a quelques objets de la collection Quentin dans cette exposition-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, effectivement, quelques objets. C'est une exposition qui a été réalisée, comme vous l'avez dit, en collaboration avec des étudiants de l'Université Laval. En fait, c'était des étudiants du baccalauréat en histoire, des finissants du baccalauréat en histoire, qui ont fait ça dans le cadre d'un cours, une activité d'intégration. Et c'est eux qui ont fait le concept de l'exposition, et ensuite, c'est eux qui ont eu à rédiger les textes. Chloé, vous en avez... Ah oui, à tout seigneur, tout honneur, Chloé a participé à tout cela. Et voilà. Oui. Et donc, voilà. Puis la thématique qui a été privilégiée, c'est l'essor de la consommation de masse et qui est vue à travers l'évolution de la mode dans les années 1900 à 1960, donc la première moitié du 20e siècle. Et c'est évidemment un faible échantillon de la collection, mais il y a quand même des chapeaux assez intéressants puis de très belles robes dans cette exposition-là. Donc, merci beaucoup, Valérie Bouchard. C'était une émission qui... selon moi, était vraiment très, très intéressante. Donc, c'est tout pour ce soir, pour notre émission de 3600 secondes d'histoire du 28 février 2018, qui portait sur la donation Pierre et Annie Quentin. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très, très bonne soirée et à la prochaine.